Bonjour, dans cette vidéo, je vous partage la seconde partie de mon témoignage. Nos premières expériences en polyamour, la gestion de nos émotions et de nos relations, nos difficultés et nos réussites. Je finirai par vous faire le bilan de ces 5 années de relations libres. Je m'appelle Romain, j'aime développer de nouvelles façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. Si vous n'avez pas vu la première partie de ce témoignage, je vous invite à le faire juste ici pour mieux comprendre le contexte. Dans la suite de cette histoire, vous verrez que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas s'il faut chercher à les éviter car c'est le meilleur moyen d'apprendre. Par contre, les connaître vous permettra de mieux les identifier et d'en sortir plus facilement. Certaines souffrances et remises en question sont probablement inévitables. Accueillez-les comme un élément nécessaire au processus de changement, comme vous accepteriez l'effort durant le sport. Avant de se baigner, ma copine a besoin que toutes les conditions idéales soient réunies. Qu'il fasse beau, chaud mais pas trop, qu'il n'y ait pas de vent et que la température de l'eau soit bonne. Elle va d'abord tremper un pied, puis l'autre, se mouiller la nuque et rentrer tout doucement dans l'eau en effectuant une sorte de danse et ça va durer une demi-heure. Moi je suis le mec qui va courir, sauter, faire une énorme bombe et éclabousser tout le monde. C'est une caricature mais ça vous permet de comprendre la manière dont nous avons respectivement appréhendé le polyamour. On était donc d'accord sur l'intérêt d'ouvrir notre couple, mais on n'a pas pris le temps de communiquer correctement sur notre vision de cette nouvelle relation. Notre plus grand désaccord était qu'elle voyait le polyamour comme un moyen de gérer des sentiments inattendus, alors que pour moi, c'était une opportunité d'explorer de nouvelles personnes. Elle avait dû mettre fin à sa première relation et ne souhaitait pas rencontrer, contrairement à moi. Quand je me suis mis dans cette démarche, j'étais bien intentionné et persuadé qu'elle comprendrait puisqu'elle avait vécu une situation similaire. Je suis donc parti à l'aventure sans anticiper que ça pourrait la surprendre ou la blesser. Attention, il arrive qu'il y ait parfois un rapport de force qui s'installe entre la personne instigatrice du polyamour et celle qui doit faire un choix. Si vous acceptez cette expérience, vous devez en partager la responsabilité. Il n'est pas question de vous victimiser par la suite et d'accuser l'autre pour vos souffrances. Ma première expérience nous a confrontés à toutes nos peurs et a été très pénible. Au début, je faisais l'erreur de ne pas expliquer ma situation, j'étais pas encore assez à l'aise pour en parler, j'attendais toujours le bon moment, mais toujours avant la première rencontre bien sûr. Et puis un jour j'ai eu un très bon feeling avec une femme et je lui ai expliqué que je vivais en relation libre. Elle était complètement réfractaire au polyamour, mais on s'entendait tellement bien qu'on a quand même voulu se rencontrer et au bout de quelques rendez-vous, on a commencé à se rapprocher. Et là, c'est devenu compliqué pour tout le monde. Toutes les peurs de ma copine ont fait surface. Ma rencontre acceptait à peine cette situation et ne préférait ne pas y penser. Et moi, j'étais responsable d'une équation impossible à résoudre. Pendant les rendez-vous, je n'arrivais pas à lui offrir une qualité de présence respectueuse tout en rassurant ma fan à distance. Je faisais toujours souffrir l'une ou l'autre et moi par conséquent. C'était probablement la pire période pour notre couple, car en plus de devoir gérer cette situation inédite, on commençait à communiquer ouvertement, ce qui a fait ressurgir beaucoup de blessures. Cette relation a duré environ 3 mois, nous avons tous évolué, mais sans jamais parvenir à trouver un équilibre. Nous y avons mis fin car nous avions des attentes beaucoup trop différentes, ce n'était pas gérable. Depuis cette histoire, j'explique toujours clairement que je vis en relation libre et je ne rencontre que des personnes ouvertes à cette expérience. J'ai d'ailleurs ensuite fait la connaissance d'une polyamoureuse très bienveillante qui aimait expérimenter comme moi. Nous avons pu échanger sur ces sujets et elle m'a proposé qu'on découvre le libertinage ensemble. Elle a également rencontré ma copine, elles se sont très bien entendues et étaient toutes les deux fières de cette réussite. C'est encore une amie aujourd'hui malgré la distance. Ensuite, nous avons eu une phase que j'appellerais de décrassage. On commençait à communiquer ouvertement et on accusait l'autre pour toutes nos souffrances. Je ne pense pas que notre couple allait vraiment mal, mais tout se mélangeait. Entre les traumatismes, les égos, les peurs et les interprétations, chaque détail pouvait prendre des proportions énormes et devenir une montagne alors que ce n'était que le symptôme d'un problème plus profond. On était perdus et on ne savait pas gérer une dispute. Si on avait dû se séparer un jour, je pense que ça aurait été à ce moment-là, puisqu'on n'avait aucun engagement. Mais je savais que notre amour était solide et qu'on pourrait survivre à cette tempête. On en a donc profité pour éclairer toutes les zones d'ombre de notre couple et tout nettoyer en profondeur. On devait chacun assumer la responsabilité de nos émotions et de nos maladresses. C'était le début d'une longue introspection pour tous les deux, car les problèmes de notre couple n'étaient que le reflet de blessures non résolues en nous. À cette époque, nous avons découvert les cafés polis, il y en a dans les plus grandes villes de France. Ma copine appréhendait car à ce moment-là, elle vivait le polyamour comme une souffrance. Elle n'avait pas envie d'entendre un groupe de polyamoureux lui raconter que c'était génial. Finalement, elle a rencontré des personnes qui vivaient exactement la même chose qu'elle, ce qui lui a fait beaucoup de bien et ce qui lui a permis de se sentir comprise.
C'est pourquoi j'ai créé un espace communautaire sur le site relationlibre.com pour que l'on puisse tous se retrouver et partager nos expériences. Le facteur que nous avons toujours négligé, et surtout moi, c'est le temps. S'analyser, se comprendre et reprogrammer son logiciel interne sont des processus longs. Vous ne voyez pas vos cheveux pousser et pourtant ils le font continuellement. Comme vous voyez tous les jours dans le miroir, vous ne pouvez pas constater cette évolution sans regarder une ancienne photo. C'est le même principe pour la transformation mentale qui demande du temps, vous aurez souvent la sensation de stagner. Mais j'avais cette obsession et cette impression qu'en posant mes mots correctement, j'allais trouver la formulation idéale, créant le déclic et faisant disparaître toutes les peurs de ma copine. C'était une illusion et je me sentais impuissant. Car la compréhension ne peut venir que de nous-mêmes et les mots sont bien moins efficaces que les attentions et le contact physique. Je fais d'ailleurs une parenthèse sur ce sujet que je traiterai dans une autre vidéo. Cela peut vous surprendre, mais vous devez apprendre à vous disputer. C'est-à-dire faire attention aux mots et au ton que vous employez pour ne pas blesser l'autre personne. Mais si l'un de vous devient agressif ou irrationnel, vous devez absolument stopper la conversation. Quand cela arrive, vous avez deux solutions. La première est de partir faire des activités chacun de votre côté jusqu'à ce que vous retrouviez un état calme. La seconde est contre-intuitive dans ces moments-là car vous êtes sous l'emprise de l'ego, mais vous devez vous prendre dans les bras. Comme je vous l'ai dit, le contact physique, les câlins, s'embrasser ou faire l'amour sont les formes de communication les plus efficaces et qui ne peuvent pas être substituées par des mots. Savoir gérer les disputes est très important et cela nous a permis d'améliorer nettement notre communication. Elle continue encore à s'améliorer aujourd'hui et nous sommes de plus en plus transparents l'un pour l'autre. Les 3 premiers mois étaient les plus durs car des différences fondamentales nous divisaient, il fallait donc se mettre d'accord sur des règles. À la suite de nos premières expériences, nous les avons rédigées et encore quelques années plus tard, elles existent encore mais se sont assouplies. Les accords étaient les suivants. La possibilité de sortir un soir par semaine, sauf une semaine par mois. La possibilité de voir ses relations durant la journée en semaine. La priorité au couple le week-end. La discrétion. Et que toutes les règles étaient flexibles avec un accord mutuel. On a pris le soin de détailler très précisément chacune de ces règles afin de ne laisser aucune place à l'interprétation. Une fois qu'on était tous les deux d'accord sur celle-ci, ça nous a permis de définir un cadre et de retrouver quelques repères, une nouvelle zone de confort. Pendant environ 1 an, on discutait très régulièrement de ces sujets jusqu'à en faire une overdose. Entre notre introspection, la communication de couple, les règles du polyamour et les sorties, ces sujets prenaient beaucoup trop de place dans nos conversations. Je ne faisais que quelques rencontres par an, ce qui avait peu d'impact dans notre vie, mais on dépensait une énergie disproportionnée à en parler. Vouloir se faire comprendre en imposant son point de vue peut vous entraîner dans une dispute sans fin, une bataille entre deux égos. Pour sortir de ce piège, vous devez mutuellement vous accepter tel que vous êtes et surtout ne pas chercher à comprendre pourquoi. Vos façons de penser sont différentes et aucune n'est mieux que l'autre. Chercher à comprendre pourquoi va simplement générer des disputes inutiles. Vous devez vous aimer inconditionnellement. Nous avons donc installé une nouvelle règle en limitant ces sujets à 15 minutes par jour. Vous devez trouver un équilibre où vous pouvez en parler de temps en temps sans trop empiéter sur le reste de votre vie. Nous avons naturellement mis ce sujet de côté quand nous sommes devenus parents. Toute notre attention et surtout notre énergie était concentrée sur notre fils, surtout durant les premiers mois. Une fois familiarisés avec cette nouvelle vie, nous avons repris cette discussion. Généralement, j'étais soit très occupé par ma vie professionnelle et familiale, soit à fond dans une nouvelle lubie. Mais je restais présent sur certains sites de rencontres, je n'étais pas en recherche active, mais simplement ouvert aux opportunités. Environ 1 an et demi après, la phase suivante nous a amenés au pardon. Le temps nous avait permis de retrouver une sérénité et de digérer les événements de ces dernières années. En plus de mon premier amour, je suis tombé amoureux 2 fois en quelques mois. Ça n'était pas arrivé depuis ma première expérience et c'était vraiment inattendu. La première relation était intense, mais brève à cause de la distance. Et la seconde continue encore aujourd'hui, plus d'1 an après notre rencontre, ce dont je suis très fier. Elle m'a fait vivre des situations complexes qui m'ont poussé à développer un état d'esprit qui puisse s'adapter à toutes les circonstances. Ces rencontres étaient vécues beaucoup plus paisiblement par ma copine, elle a d'ailleurs fait la connaissance de cette dernière relation sérieuse avec qui elle s'est liée d'amitié. Mais elle avait quand même du mal à accepter mon comportement vis-à-vis de ces femmes, puisque j'étais devenu plus attentionné, plus bienveillant et plus empathique que l'homme qu'elle avait rencontré il y a 11 ans. Étant donné que ma partenaire avait beaucoup de peur à gérer, nous étions concentrés sur ses problèmes sans s'apercevoir que j'en avais une part de responsabilité. J'ai dû ravaler ma fierté, reconnaître mes mauvais comportements et m'excuser sincèrement. Cette étape a été la plus importante pour notre couple et libératrice pour elle. On pouvait se pardonner mutuellement toutes nos maladresses et accepter
que nous n'étions plus les mêmes personnes qu'à l'époque de l'université. J'avais beaucoup changé et c'était en grande partie grâce à elle. On devait arrêter de se concentrer sur le passé et se reconnecter sur le présent. Durant les premiers mois avec ma relation secondaire sérieuse, je vivais une situation qui me faisait vraiment souffrir. J'avais appris de plusieurs lectures que nous étions responsables de nos émotions négatives, mais je n'avais jamais eu l'opportunité d'appliquer ce précepte. Car le premier réflexe humain lié à l'ego est de toujours vouloir remettre la faute sur les autres. J'ai donc tenté l'expérience d'arrêter de la blâmer pour mes malheurs et de partir de l'hypothèse que j'en étais le seul responsable. J'ai analysé et décortiqué tout en détail. Je l'ai théorisé jusqu'à en faire des graphiques, ce qui m'a permis de comprendre que tout était lié aux attentes et que c'était bien de ma faute. Au moment précis où j'en ai pris conscience, toute ma peine, ma frustration, ma colère et ma honte ont disparu instantanément. Je venais de mettre le doigt sur quelque chose et de comprendre que c'est dans la souffrance que nous apprenons le plus. C'est un indicateur qui nous permet de prendre conscience des problèmes que nous devons régler en nous. Je me suis alors amusé pendant des mois à explorer, sortir de ma zone de confort et expérimenter des situations inédites ou originales. Je m'étais donné le défi d'essayer quelque chose de nouveau chaque semaine, faire des rencontres dans le noir, être totalement franc, découvrir de nouvelles pratiques sexuelles ou bien méditer avec une inconnue sur un banc. Et puis, récemment, nous avons réellement trouvé une harmonie. Ma copine a pris confiance en elle, personnellement et professionnellement. Elle s'inspire de femmes qu'elle admire, prend du temps pour elle et développe ses propres centres d'intérêt. Cet élan d'amour envers elle lui donne envie de le partager avec moi et avec d'autres hommes. Elle a commencé à rencontrer, nous permettant de résoudre la plus grande différence qui nous divisait auparavant. Elle expérimente à son tour et nous enrichissons notre réflexion de découverte sur les relations et sur nous-mêmes. Pour ma part, je ne suis pas du tout jaloux car je suis totalement confiant dans notre couple. Je ne fais pas la distinction entre ces hommes ou n'importe quel autre de ses amis. Nous sommes bien sûr conscients que rien n'est acquis et nous communiquons beaucoup pour entretenir cette harmonie. Que ce soit pour le polyamour ou n'importe quoi d'autre, si vous décidez vraiment de changer, vous allez vous confronter à deux principaux ennemis qui vont vouloir vous décourager. Le premier, c'est votre ego. Car peu importe les difficultés que vous traversez, vous serez toujours tenté de trouver un fautif. Car l'ego se pense parfait, donc s'il souffre, c'est que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Durant ces dernières années, il nous est également arrivé d'accuser le polyamour d'être la cause de toutes nos souffrances et que nous étions plus heureux avant. Mais la vérité est que le polyamour n'a rien à voir avec cette transformation, c'était simplement nécessaire pour nous adapter à une situation. D'ailleurs, beaucoup d'autres personnes vivent ce genre de bouleversement à la suite d'un événement important, d'une maladie, d'un deuil, d'une blessure ou d'une rupture par exemple. Le point de départ est toujours le même, la sensation de perte d'identité et de repère due à un changement brusque. Le second ennemi, c'est encore l'ego, mais celui des autres. Il n'est pas toujours facile pour nos proches d'être véritablement bienveillants, car leurs réactions vont être influencées par leur perception et leur vécu. Une personne complètement réfractaire à l'un de vos choix pourrait essayer de vous en dissuader et de profiter d'un moment de doute ou de souffrance pour venir vous rappeler qu'elle vous avait prévenu que c'était une erreur. C'est aussi absurde que d'aller voir un marathonien en plein milieu de sa course en lui disant que s'il était resté assis sur son canapé, il ne serait pas en train de souffrir. Bien souvent, ce sont des réactions de jalousie conscientes ou inconscientes. Ces personnes préfèrent vous voir échouer plutôt que de se confronter à la possibilité qu'un changement qu'elles n'osent peut-être pas mettre en place soit réalisable. Dans un premier temps, je vous conseille donc d'en parler uniquement à des personnes de confiance, ouvertes d'esprit et qui vous apporteront une énergie positive. Quand je fais le bilan 5 ans après le début de cette expérience, je me rends compte à quel point elle a bouleversé nos croyances et transformé notre compréhension des peurs, de l'amour et de nous-mêmes. De mon côté, j'ai amélioré ma capacité à aimer, à être empathique et bienveillant. Et de son côté, elle comprend et gère mieux ses peurs qui disparaissent petit à petit. Elle est plus confiante et sereine. Aujourd'hui encore, nous vivons de manière non exclusive, mais notre quotidien a peu évolué. Nous gardons un bon équilibre entre nous et nos autres relations. Et nous partageons notre amour avec des personnes bienveillantes qui viennent enrichir notre vie sentimentale et sexuelle. Je tire 2 leçons importantes de cette expérience. La première est que notre perception de l'amour, des relations ou plus généralement du monde est conditionnée par notre culture, notre éducation et notre environnement. Notre expérience est donc très fortement influencée par les personnes qui nous entourent. Pour s'en libérer, nous devons abandonner toutes nos croyances, partir du principe que nous ne savons rien et tout redécouvrir avec un regard neuf et neutre comme des enfants. La seconde leçon est de comprendre que nos émotions négatives ne sont pas une fatalité.
Malheureusement, nous avons tendance à tolérer la jalousie, l'anxiété, la solitude, la colère ou la frustration, par exemple, car nous pensons en être prisonniers. Mais nous en sommes seuls responsables. C'est dur à admettre pour l'ego, mais c'est la première étape qui vous permettra de vous en débarrasser. Peu importe le mode de vie que vous choisissez, que vous soyez exclusif ou non, je vous invite vraiment à prendre conscience des émotions que vous ressentez et à les combattre. En vous faisant accompagner par une personne compétente et en vous inspirant des expériences comme la mienne, je vous assure que vous pourrez les surmonter. Si mon témoignage vous a intéressé, je vous invite à liker et à vous abonner. Vous retrouverez l'ensemble de ce sujet sur le site relationlibre.com. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, soyez bienveillants et prenez soin de vous.